Alors cette année, une grande nouveauté, nous avons édité pour 2019 un guide de l'investissement et de l'immobilier en Floride qui vient de sortir, qui est distribué partout en Floride et que vous pouvez, comme d'habitude, télécharger gratuitement ou lire gratuitement sur Internet depuis un ordinateur, une tablette, comme vous voulez. Donc ça vous donnera des clés à la fois pour l'investissement dans l'entreprise aux États-Unis, avec des interviews, des bons conseils, les erreurs à pas commettre, et puis toutes les tendances de l'immobilier et toutes les choses à savoir pour l'année qui vient. L'économie américaine, ça fait 10 ans qu'elle est en expansion, hein, depuis la crise des subprimes en 2008 où brutalement ça a touché le fond. Ça a été revigoré au moment de l'élection de Donald Trump, sans qu'il y ait quoi que ce soit à y faire. La bourse a explosé les plafonds, en grande partie parce que les États-Unis d'Amérique sont devenus le premier pays producteur de pétrole et de gaz au monde, et comme on le sait, c'est pas possible d'avoir un pays pauvre dans ces cas-là. Ceci dit, certains voyants n'étaient pas encore au vert, comme par exemple les salaires. L'élection de Donald Trump est surtout liée à une colère de la classe moyenne qu'on connaît bien par exemple en Europe depuis quelques mois, parce que les salaires n'avaient pas augmenté depuis longtemps aux États-Unis. Alors au final, à la fin de l'année 2018, les salaires ont commencé à augmenter, y compris pour la classe moyenne. Donc c'était vraiment le dernier voyant qui n'était pas passé au vert. Donc effectivement, l'état de l'économie américaine est plutôt bonne. On pourra rétorquer que y a quand même quelques problèmes. Il n'y a pas forcément une répartition des salaires qui est très équitable dans les pays les plus capitalistes comme les États-Unis d'Amérique. Mais en tout cas, voilà, on est dans la première ou la deuxième économie mondiale maintenant que la Chine vole très haut, et l'économie américaine est absolument solide en ce moment. La Floride est toujours la plus grande zone touristique mondiale, avec plus de 100 millions, peut-être maintenant près de 110 millions de touristes par an. Donc c'est quelque chose de très important. Ça ne fait pas une économie, mais quand on est en tête comme ça, c'est quand même énorme. Et puis le deuxième point, facteur qui fait que la Floride ne peut pas être dans une mauvaise position économique, c'est sa démographie. Il y a un papy boom aux États-Unis, il y a toujours des vagues d'immigration, mais qui remplacent les anciennes générations qui, elles, veulent prendre leur retraite en Floride. Donc voilà, et ça crée aussi des arrivées d'actifs, parce qu'à chaque fois qu'il y a des retraités qui viennent, ben, il y a aussi des jeunes qui viennent travailler au service des retraités. Donc voilà, on a une économie qui est assez saine. Il n'y a pas d'industrie, mais il y a beaucoup de développement de commerce en tout genre et de services, plus le tourisme, plus des millions de personnes supplémentaires qui payent des impôts. Donc la Floride se porte plutôt bien. Les États-Unis sont un pays en constant changement, ça évolue de manière perpétuelle dans les quartiers. On a le plus grand changement aujourd'hui, c'est la disparition des malls un petit peu partout aux États-Unis. En Floride, vu la pression démographique, les malls continuent de pousser, donc il n'y en a pas à fermer comme c'est le cas dans d'autres États, mais la tendance est à une restructuration liée au commerce. Il y a 70 ans, on avait Main Street, la rue principale, et la ville se développait autour du centre commercial du quartier ou du centre-ville, qui existe un petit peu moins qu'en Europe, hein, où on a un centre, on a une Main Street avec une place de l'église, avec une place de la mairie, avec la ville qui pousse autour. Aux États-Unis, bon, ça s'est quand même créé autour de Main Street, des Main Streets, et puis ça s'est délocalisé autour des malls, donc dans la périphérie,
à partir des années 50, 60, 70, le mall est devenu le centre de vie pour beaucoup. Attention, je parle de généralité bien entendu. Et aujourd'hui, la disparition du mall, c'est pas la disparition du tout du commerce, hein, je pense que tous les analystes le disent, c'est vraiment une restructuration du commerce. Avec le commerce en ligne aujourd'hui, ça crée une restructuration complète et peut-être une renaissance de Main Street. Peut-être que les gens vont acheter en sortant, mais aussi pour le plaisir de sortir. D'ailleurs, on peut voir que les malls qui résistent aux États-Unis, encore une fois en dehors de la Floride, hein, parce qu'en Floride il n'y a pas de problème du tout de ce genre-là, mais les malls qui résistent sont plutôt des lieux de vie, des endroits très agréables, avec des gens qui vivent au-dessus des malls, des appartements et des zones d'habitation autour et au-dessus. Et puis des cafés, des cinémas, mais de manière très agréable, très travaillée. Ces malls-là n'ont pas de problème aujourd'hui, ils ne sont pas prêts de fermer. Donc voilà, par rapport à l'immobilier, effectivement, si le centre de vie change, la valeur immobilière change. En Floride, c'est un petit peu différent parce qu'elle est aussi intrinsèquement liée à la proximité de la mer ou des jolies rivières, pour le cas de Fort Lauderdale, ou de l'intracoastal ou de la baie de Palm Beach, ou voilà, dès qu'on a un point de vue dégagé et impressionnant, c'est tout de suite un petit peu différent, mais les zones commerciales, certaines zones commerciales de luxe, par exemple, donnent une valeur évidemment ajoutée à toutes les propriétés. La Floride est un bon état parce que, comme je l'expliquais, il y a une pression démographique constante, donc il y a forcément des besoins de se loger, ce qui provoque une augmentation des taux et des progressions et des taux de rendement de l'immobilier d'année en année. C'est une évidence, hein. Il y a, comme je disais, une pression démographique. Il n'y a pas vraiment d'autres États au soleil toute l'année, donc si des retraités veulent passer l'hiver au soleil, ils n'ont pas vraiment le choix, hein. C'est la Floride ou rien, s'ils veulent rester aux États-Unis en tout cas. Et voilà, et en même temps, il faut loger toutes les personnes qui ont besoin de travailler en Floride, parce qu'on ne peut pas avoir des populations de touristes ou des populations de snowbirds, des populations de retraités, sans avoir des gens qui travaillent à leur service. Donc voilà, puis la Floride, c'est pas que ça. Miami, par exemple, est vraiment un carrefour international pour toute l'Amérique centrale, latine, et donc elle a ses propres qualité commerciale, et elle a besoin de main-d'œuvre à loger. Donc il faut loger toutes ces progressions de population. Aujourd'hui, la Floride, il y a plus d'habitants, depuis 2014, je crois, il y a plus d'habitants qu'à New York, donc que dans l'État de New York. C'est le troisième plus grand État après la Californie et l'Illinois. Ça provoque donc une poussée à la hausse de l'immobilier, même s'il y a des tassements, même s'il peut y avoir des bulles parfois, en tout cas il y a une croissance saine. Donc si on cumule l'augmentation des salaires plus l'augmentation de la population, on a une augmentation, par exemple au niveau de l'immobilier locatif. Si vous mettez en location, vous pouvez à la fois aux États-Unis augmenter les loyers en zone touristique et à la fois dans les zones pour les salariés, même si c'est quand même déjà un petit peu élevé dans certains endroits, notamment à Miami, et dans certains quartiers, c'est assez difficile de se loger pour un jeune employé. Le change élevé, il est un petit peu embêtant pour le tourisme international, mais pour l'immobilier, pas vraiment, hein, parce que tout le monde sait qu'il est lié à la force du dollar, et que si le dollar est fort, c'est plutôt, c'est devenu une valeur refuge, donc c'est plutôt bien pour les investissements. C'est pas bien pour le tourisme international quand des Français ou des Canadiens décident de venir passer 6 mois en Floride. Leur propriété immobilière
est un bon investissement, mais d'un autre côté, il faut payer la vie quotidienne, et quand vous payez en euros ou en UR, ben, c'est pas tous les jours, enfin, c'est pas de plus en plus facile en tout cas, même si à la fin de l'année 2018, ça a tendance à aller un petit peu mieux au niveau du taux de change, mais voilà, en tout cas, bon, c'est pas pour rien, si le billet vert est fort, c'est parce que c'est devenu une valeur refuge, parce que son économie est solide. Donc si c'est pour investir dans l'immobilier ou tout autre type d'investissement aux États-Unis, c'est plutôt un bon signe. Il y a quand même des situations malsaines, il n'y a pas de bulle prête à exploser, hein, ça, faut pas fantasmer là-dessus. C'est pas pour l'année 2019 en tout cas, mais il y a, au niveau global, au niveau des États-Unis, je dirais, mais ça c'est une opinion personnelle, que euh, les prêts qui ont provoqué la crise des subprimes n'ont pas forcément été réglés, la situation n'est pas forcément complètement assainie aujourd'hui. Il y a des discussions là-dessus, mais c'est vrai qu'on pourra se retrouver dans une situation un petit peu similaire avec des Américains qui peuvent plus payer leur retraite. En tout cas, c'est pas pour tout de suite, mais c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi la situation n'a pas été un peu plus assainie après la crise qu'on a connue. Barack Obama a essayé un petit peu, mais enfin, on n'a pas l'impression quand même qu'il y a eu beaucoup de législation, en tout cas pas suffisante. Maintenant, après, au niveau local, on va avoir un tassement sur Miami. Peut-être un peu une baisse des prix dans l'année 2019, hein, parce que là on est là pour parler des tendances de 2019, donc parlons-en. Je pense que grosso modo Miami devrait se tasser ou baisser un petit peu dans l'année qui vient, sauf au niveau du luxe, parce que le luxe a déjà baissé dans l'année précédente. Maintenant on peut s'attendre, les experts en tout cas s'attendent à ce qu'il y ait euh, peut-être une petite reprise au niveau du luxe. Donc, ce qui montre bien ce que je disais l'année dernière, hein, que il n'y a rien de malsain du tout. Il peut y avoir des petits tassements par moment, mais on n'est pas vraiment sur des bulles, hein. Les biens de luxe à Miami, certes, ils ont eu un peu du mal à se vendre pendant un an ou deux, mais il y en a pas assez par rapport à la demande. Donc, parfois il y en a un petit peu trop, hein, mais il n'y a rien de totalement malsain. Comme je le disais précédemment, il y a aussi pour des employés, des jeunes couples qui débutent, ça peut être un peu difficile de se loger dans certains quartiers de Miami, y compris peut-être maintenant dans les zones comme de Broward County, comme Fort Lauderdale. Euh, Ça commence près de la mer, c'est plus envisageable, quoi. Pour une famille qui débute dans la vie avec des salaires modestes, avoir une location à moins de 2000-3000 mètres de la mer, ça devient difficile. Oui, on a eu une forte baisse. On a eu deux ouragans qui ont frappé des zones heureusement peu peuplées, a frappé la Floride en un an. Un qui est passé sur des îles de l'archipel des Keys, qui s'appelait Irma en septembre 2017. Et puis on a eu Michael cette année en 2018, qui est passé sur la péninsule de Floride, exactement à Mexico Beach, et qui a rasé le village. Donc ça provoque des images assez effrayantes, et on a eu un recul des ventes de l'immobilier aux États-Unis, d'autant qu'on avait un ouragan qui était passé juste avant, plus au nord, qui avait longé la côte des Carolines, qui avait provoqué aussi des dégâts là-bas. Donc on a un impact qui est plus de l'ordre du surnaturel qu'autre chose d'ailleurs, hein, parce que aux États-Unis on doit avoir, je vais vous dire exactement, on a 22 450 km de côte, et on a juste un village, donc Mexico Beach, qui a été, c'est vrai, rayé de la carte. Après, il faudrait savoir aussi comment
étaient construites les maisons là-bas, parce que certaines avaient l'air de paillotes plus qu'autre chose. Donc voilà, mais non, c'est vrai que voilà, les ouragans sont pas une nouveauté du tout. C'est vrai que là, on a eu des ouragans assez forts, on en a cependant eu moins que d'habitude, moins d'alertes ouragans, moins d'ouragans, y compris en 2017 avec Irma, donc il n'y a pas de fin du monde en Floride, et en fait il n'y a pas grand-chose de nouveau, il faut juste être habitué à vivre avec, vivre avec les alertes ouragans. Aujourd'hui, la plupart des maisons que vous pouvez, ou appartements, condos que vous pouvez acquérir en Floride sont bien évidemment étudiés pour résister au passage des ouragans. En tout cas, on vous conseille vivement d'acheter des choses résistantes, parce que c'est vrai qu'on a des phénomènes climatiques qui sont parfois un petit peu surprenants. Mais voilà, donc on a une baisse des ventes de maisons sur les États-Unis, qui est un peu irrationnelle, parce que voilà, il n'y a pas spécifiquement de recrudescence d'ouragans, et a priori il n'y en aura pas, enfin pas dans les mois qui viennent, enfin rien ne l'annonce en tout cas, donc voilà, et s'il y a une baisse des ventes, elle va s'arrêter quasi immédiatement. C'est évident que je crois que ça a déjà repris, hein, donc voilà, mais il y a une petite baisse, un petit tassement, déjà parce qu'il y a beaucoup d'investissements étrangers, par exemple en Floride, et puis quand vous avez un ouragan, ça stoppe le tourisme pendant un mois, 2 mois. C'était le cas particulièrement sur les îles Keys en 2017. La vie s'arrête, les routes sont bloquées, et les gens annulent leur déplacement, et donc vont pas acheter des maisons. Mais enfin bon, tout ça, ça reste à mon sens dans le domaine de l'irrationnel. Il y a d'autres phénomènes climatiques dont on pourra reparler et dont on parle régulièrement dans le journal, mais celui des ouragans, en tout cas, il n'y a pas... Il y a rien de... Voilà, c'est toujours un phénomène embêtant. Ceux qui habitent aux Antilles le savent. Toute la zone Caraïbe est concernée. On doit vivre avec les alertes, et ça existe depuis toujours et ça continuera. Il vaut mieux être, à mon sens, là où les gens travaillent. Alors après, maintenant, il y a ceux qui font des paris sur les zones touristiques, et il y en a qui fonctionnent très bien. Faut quand même bien verrouiller les législations locales, et les droits de mise en location sur des périodes de court terme. Il y a des endroits où c'est interdit de louer à la semaine, par exemple. Or, par exemple sur Miami Beach, la plupart des gens qui viennent faire du tourisme, ils viennent à la semaine ou en mois, mais pas pour passer 3 mois ou 6 mois de l'année, encore que bon. Mais voilà. Après maintenant, si vous êtes dans des zones où les gens ont besoin de se loger pour travailler, il y en a un petit peu partout en Floride, et il y a des très bons endroits avec des très bons taux de rendement. Prendre un petit peu plus de risques, il faut aller vers les quartiers ou les villes qui sont un petit peu moins cotées. Mais pour l'immobilier locatif, voilà, sans prendre trop de risques, la Miami River et Wynwood, par exemple, sont déjà chers, évoluent très bien. Après, sur Midtown aussi, il y a beaucoup de requalifications, mais c'est peut-être déjà un petit peu trop tard en fait. Mais enfin, en tout cas, c'est un quartier qui reste intéressant. Et puis voilà, après, avec un petit peu plus de risques, il y a Little Haiti où tout est en train d'être rénové, changé, requalifié au fur et à mesure. C'est juste à côté du centre-ville. Il y a des possibilités d'un petit peu plus de prise de risque sur des villes qui sont en pleine requalification. Il faut savoir que en Floride, on a des endroits qui sont extrêmement chers, et puis on a encore quelques endroits où on a un petit peu de pauvreté, alors que ce sont des endroits qui sont pas plus vilains qu'ailleurs, hein. Quand on voit par exemple certains endroits à Hollywood, c'est vraiment très proche de Miami. On sait que voilà, les maisons sont plutôt charmantes, les quartiers sont sympathiques, et même si il y a certains endroits où c'est un petit peu pauvre, euh,
mois après mois, année après année, tout ça est amené à disparaître parce que le sud-est de la Floride ne peut plus supporter d'avoir des poches de pauvreté, puisque tout le monde cherche à acheter partout. Donc pourquoi des endroits sympathiques et jolis échapperaient à cette règle-là? Donc investir dans certains quartiers d'Hollywood, de Pompano, ou bien à Boynton Beach, à Lake Worth, pour parler de ces deux endroits du comté de Palm Beach, il est évident que ces villes vont être totalement requalifiées. Je ne veux pas dire qu'elles vont devenir magnifiques, parce que pour le cas de Lake Worth, c'est déjà le cas. Donc voilà, Hollywood, c'est très bien. Et Pompano Beach, il y a aussi des endroits fantastiques. Maintenant, c'est vrai que dès qu'on s'écarte de US One, un petit peu à l'ouest de US One, à 3 km de la mer, on est déjà on a des endroits qui vont être qualifiés. Hein. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Hein. Euh, voilà, après, sinon, en matière de développement urbain, on a toujours Tampa et Orlando qui sont un petit peu moins en zone tropicale, mais qui sont des villes qui sont sympathiques et qui se développent tout le temps et avec des taux de rendement sur l'immobilier locatif qui battent vraiment tous les records. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas que Miami dans la vie. Tampa et Orlando, c'est vraiment des bonnes opportunités et on ne saurait que trop les conseiller. Voilà, encore une fois, sur notre site internet coedflood.com, on a vraiment des analyses de toutes les villes et puis aussi des interviews d'un grand nombre d'agents immobiliers sur l'ensemble de la Floride. Donc, vous pouvez retrouver tout ça sur notre site internet si vous voulez aller un petit peu plus dans une direction que dans un autre, parce que la Floride, c'est pas tout petit. Donc voilà, je pense qu'on a beaucoup de choses détaillées sur le site internet. On a un retour des investissements et des achats canadiens qui est à peu près équivalent et même certainement déjà supérieur à ce qu'il était avant la crise des subprimes. Donc c'est plutôt bon signe. Alors évidemment, il est en dessous de ce qu'il a été entre 2008 et 2011-2012 parce que il y avait les aubaines, les foreclosures, et puis on a la moitié du Canada qui a acheté une maison, un condo en Floride à ce moment-là à très bon marché. Donc évidemment, on ne reviendra pas à des taux comme ça, mais par contre, on a toujours aujourd'hui des investissements et des achats de résidences secondaires, de condos en Floride, qui est à peu près du même ordre qu'en 2008. Donc les Canadiens c'est toujours voilà, Québec Beach, c'est toujours ici. Et on a toujours le même phénomène snowbirds qui évolue, hein, qui est de manière un petit peu différente, mais on a toujours autant de snowbirds aujourd'hui il y a 3 à 5 ans, d'une manière un petit peu différente, un petit peu partout dans le sud de la Floride, un petit peu sur la côte ouest aussi. Les gens n'hésitent plus à aller soit à Miami, soit sur le comté de Palm Beach, alors qu'auparavant c'était vraiment très Broward County. Certains viennent pour des temps un petit peu plus réduits aussi, mais grosso modo, voilà, Québec Beach, c'est toujours ici. Ça change pas. Au niveau des Français, alors là ça change par contre. Au niveau des Français, ça change beaucoup. Parce que euh, jusqu'à il y a 5 ans ou 10 ans, l'endroit aux États-Unis où on allait s'expatrier, où on allait investir, ça allait plutôt être New York, ça allait plutôt être la Californie. Or, la Floride semble clairement passer en tête aujourd'hui pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est moins froid à vivre que les deux États précités et que le reste des États-Unis, donc ça joue. On est un petit peu plus proche de l'Europe aussi et de la France au départ de Miami International, de Fort Lauderdale International, que quand on est en Californie, hein, ça c'est évident. On a moins de brouillard, moins de pollution, et c'est un état qui est très agréable à vivre, et surtout c'est moins cher pour la création d'entreprises notamment.
Il y a beaucoup de créations d'entreprises étrangères, y compris des Canadiens, des Québécois d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a plus de start-up à se créer en Floride qu'à se créer en Californie. Je parle en volume global de création. Alors, évidemment, il y a plus d'entreprises, des techs, des nouvelles technologies en Californie qu'en Floride, hein, sinon ça se saurait. Mais au niveau des créations aujourd'hui, depuis 2 ans ou 3 ans, on est supérieur à la Californie. Ce qui veut dire que la tendance va s'inverser. Pourquoi? Parce que le coût de la vie est moindre, les impôts sont moindres. La Californie, ça doit être l'État le plus cher. La Floride, ça doit être le moins cher. Donc, vous voyez, le calcul est vite fait. Donc, aussi bien pour les Français qui veulent avoir un lieu de vie confortable, au soleil et sympathique, aussi bien pour les créateurs d'entreprises, qu'ils soient québécois ou parisiens, qui veulent se lancer sur le marché américain, lancer une franchise ou lancer une branche de leur entreprise, ou créer quelque chose de toute pièce parce qu'ils sortent de l'école avec un projet fantastique, la Floride devient aujourd'hui vraiment une plaque tournante assez intéressante. Donc, effectivement, au niveau des Français, il y a beaucoup de changements. On passe d'une petite communauté il y a 20 ans à une communauté où aujourd'hui il doit y avoir à peu près 45 000 Français, si ce n'est plus. Donc voilà, c'est donc plutôt positif tout ça. On a tous les chiffres détaillés dans le guide de l'investissement et de l'immobilier qu'on vient de publier, mais par exemple sur les ventes de condos, par exemple, on a une augmentation de 9,5% par rapport à 2017 sur toute la Floride. Le prix médian des condos a augmenté de 6,1%. Le temps de mise en vente des condos est en baisse de 6,5%. Donc voilà. Après, maintenant, pour ce qu'on appelle les reprises de finances, les foreclosures, on est en forte baisse d'année en année. Effectivement, en partant de 2008, la crise des subprimes, il y avait eu énormément de foreclosures, donc on est en baisse de 20% par exemple par rapport à l'année dernière. Donc ça baisse constamment. On a beaucoup de gens qui nous demandent si c'est possible toujours d'avoir des foreclosures, d'avoir des saisies mises en vente. Oui, bien sûr. C'est un petit peu plus cher qu'avant, hein. D'année en année, comme il y en a de moins en moins, vous les payez plus cher. Mais là, par contre, bon, vaut mieux avoir un bon agent immobilier avec soi pour faire les calculs très rapidement et pouvoir acheter tout de suite. Il faut être sur place, hein. Encore une fois, je ne saurais que trop vous conseiller de vous procurer le guide de l'investissement et de l'immobilier en Floride. Quand on est étranger en Floride, aussi bien canadien que français, il faut toujours se tenir au courant des lois, des réglementations et des possibilités. Vous avez énormément de possibilités de financement, par exemple. Beaucoup l'ignorent par le biais de banques canadiennes. On a 2 grandes banques canadiennes ici qui font beaucoup. Mais aussi par des organismes privés, hein. On a certains francophones qui travaillent dans des compagnies et qui sont vous conseiller à ce niveau-là si vous avez besoin de prêts complémentaires. Et surtout, quand on est étranger, dans un pays étranger, il faut faire attention aux pièges. Il y en a toujours. Je ne veux pas alarmer personne, hein, mais il faut éviter les pièges. Il faut bien connaître le terrain. Donc, c'est pour ça qu'on publie ce guide désormais tous les ans ou tous les 2 ans, on va voir. Mais en tout cas, on publie ce guide pour vous aider à éviter les pièges et à être bien informé afin que votre investissement se passe du mieux possible. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez en commentaire de cette vidéo, par email ou comme vous voulez. Si vous appréciez, mettez-nous des pouces bleus sur YouTube et puis des likes sur Facebook et des partages et des je vous aime et ce que vous voulez. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, on est là pour ça. Merci.